que c'est beau ici. Bonjour les amis, cette semaine, je vous convie à des échappées belles et spéciales, car une fois n'est pas coutume, c'est un voyage à la première personne que je souhaite vous raconter. J'ai une petite confidence à vous faire. Il y a quelques années, je suis tombée follement amoureuse de Marseille et de la Provence. Pour la première fois dans mes échappées belles, je vais marier des paysages à un auteur. Et si je vous dis que nous sommes au sommet du Garlaban, vous aurez peut-être deviné de qui il s'agit. Et je ne pouvais pas commencer cette expérience avec quelqu'un d'autre que Marcel Pagnol, dont les romans, les pièces et les films ont été pour beaucoup inspirés par les paysages qui l'entouraient. Nos escapades ici vont être particulières, elles auront le goût de l'authentique, de la nostalgie, un peu, du bonheur, beaucoup, parce que nous sommes dans la Provence de Pagnol, sous le soleil de la Méditerranée, entre Allot, Aubagne et Marseille. Nous allons célébrer un hymne à la nature, apprendre à connaître l'homme derrière l'auteur, partir à la rencontre de passionnés qui vivent les mêmes émotions que celles que Marcel nous décrivait dans ses souvenirs d'enfance. D'ailleurs, que nous raconte Pagnol de la Provence d'hier et d'aujourd'hui? Que reste-t-il de l'héritage de Marcel? Pour y répondre, bienvenue dans mes échappées belles sur les traces de Marcel Pagnol. À l'occasion de cette découverte de la Provence de Pagnol, quand on s'est dit tous les deux qu'on allait marcher sur les traces de Pagnol, là c'est vraiment au sens propre du terme, parce qu'on est sur les sentiers Marcel Pagnol. Donc Sophie, tu voulais voir la Bastille neuve? Eh bien la voici, elle est neuve depuis bien longtemps. Je serai accueillie par de nombreux visages bienveillants. Toi, si tu le croisais aujourd'hui, Marcel Pagnol, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? J'aimerais savoir vraiment comment il a fait pour pouvoir capter cette nature et qu'aujourd'hui encore ça soit si réel, si vrai. Berger. Dans les collines de l'Étoile, que Paul n'a jamais voulu quitter, il menait son troupeau de chèvres. Il fut le dernier chevrier de Virgile. Cuisinier. Alors, les pieds paquets, c'est de la pancée d'agneau, farci à l'intérieur avec du petit salé, de l'ail et du persil. En cuisine, le plus logique, c'est d'utiliser des produits locaux. Donc ensuite, vient la question de comment on les cuisine et avec quelle énergie. Pourquoi pas faire avec de l'énergie locale? Et ici à Marseille, l'énergie la plus locale, c'est du soleil. Comédien. Tu me fends le cœur. J'ai le cœur fendu par terre. Ou inventeur de l'extrême. Allez, super, parti. Ils sont tous les héritiers de Pagnol. C'est pas de faire qui est important. L'important, c'est de transmettre. Je vais vous les présenter. Mesdames, Messieurs, les figurants pour le tournage du film de Marcel Pagnol, si vous voulez bien nous suivre, merci à vous. Voilà une façon assez ludique de découvrir l'univers de Pagnol. Monsieur Dromard, comment ça va bien? Ça va. L'enfant d'Aubagne qui habite au pied du Garlaban aujourd'hui, c'est Nicolas Dromard. Je l'ai rencontré la première fois interprétant des textes de Pagnol. Comédien et metteur en scène, il a aussi été commissaire de l'exposition pour les 120 ans de la naissance de Marcel en 2015. Vous allez l'adorer, j'en suis sûre. Bon Nicolas, on commence cette balade sur les traces de Marcel Pagnol sur les hauteurs de Allot, oui. Avec cette vue là, avec Marseille devant nous et les magnifiques collines derrière. On a là vraiment un très beau décor de carte postale provençale. Ah bah oui, ouais. Au cœur de la Provence, évidemment. Ouais. Provence qui a tant manqué à Marcel Pagnol quand il était à Paris, ce qui l'a poussé d'ailleurs à écrire Marius ensuite, et puis à revenir réinvestir son territoire, un territoire qui est aubagnais, marseillais, allodien. Si je dis que tu es un ambassadeur de Pagnol, ça te va?
Ah oui, on peut le dire, oui, quand même un peu. Comment tu as rencontré l'œuvre de Pagnol, toi? Alors l'œuvre de Pagnol, je dirais comme beaucoup de Provençaux et peut-être même beaucoup de Français, en lisant d'abord La gloire de mon père. Moi c'était un instituteur de CM2 qui nous en faisait lecture. Et puis comme j'habite à Aubagne, au pied du Garlaban, et que Pagnol est né à Aubagne, au pied du Garlaban, eh bien je me suis reconnu dans ses souvenirs d'enfance et puis je suis parti en colline et j'ai essayé de vivre ça. C'est cette musique, moi, de Pagnol que j'ai toujours aimée. Il y a une musique particulière grâce à cet accent, ces accents même. Dans son enfance, il le raconte, il écrivait certains mots parce que ces mots, il les trouvait, je dirais, savoureux, beaux. Par exemple, maison Bastide, bien, on mettait Bastide parce que à ce moment-là, il y avait des S dans la phrase et on sentait qu'il y avait cette musique. Et c'est cette musique que nous, les Provençaux, nous avons en nous. On arrive à un endroit particulier de l'ancien château, c'est la poterne. Et il y a quelque chose de spécial que je vais te montrer. Et là, au-dessus, dans cette alcôve, la tradition des familles allodiennes, enfin des jeunes couples qui voulaient se marier, c'était de prendre un caillou et de le jeter. Okay. Si le caillou avait le malheur de retomber, on recommençait. Et autant de fois le caillou était tombé, autant d'années nous séparaient d'un éventuel mariage. On essaye. Bon, il n'est pas d'actualité hein, qu'on se demande en mariage. Non, hein, non. Mais bon, on essaye. Et si ça porte bonheur, imagine, ça porte juste bonheur. Bon, d'accord, on va faire ça comme ça. Vas-y. Il y a un léger manque de puissance. Bon, c'est pas pour aujourd'hui, c'est bien comme ça. Bon, hein. Ça va, d'accord. Alors là, tu vois, ça c'est la tradition provençale aussi. 3 grands cyprès qui vous souhaitent la bienvenue. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Ah, c'est joli ça comme signe. Ouais. Bah voilà l'accueil provençal. La première fois que je t'ai rencontré, tu jouais avec la compagnie de théâtre dans la cour des grands, des extraits de Pagnol. Et j'ai vu le plaisir que tu prenais à jouer ces textes. Tu te reconnais dans ces écrits? Ah oui, complètement. Ouais. Dans ses écrits en termes d'histoire et dans les personnages aussi qu'il a écrits, parce que c'est des gens qui sont profondément humains, riches, avec leurs faiblesses, leurs forces, Bonjour. Leur caractère. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, monsieur dame. Et donc, ces personnages-là, ils nous parlent aussi de nous en tant qu'êtres humains. Donc, nous, comédiens, bien sûr, on se cache derrière nos personnages. Donc, en même temps, on se montre aussi. Il y a une force d'analyse des émotions. Puis, bon, on dit que Pagnol est simple. Pagnol, il est comme les grands musiciens. Ouais. Quand on l'écoute, un grand musicien, on dit « Oh là là, ça a l'air facile ». Et en fait, c'est tellement facile à jouer quand les notes sont belles. C'est beaucoup de travail chez Pagnol. Énormément. Est-ce que Pagnol, ça s'interprète forcément avec l'accent? Le mieux, c'est que tu viennes voir ce que l'on fait. Moi, je te propose que tout à l'heure, tu viennes assister un peu à un spectacle de la compagnie dans la cour des grands. Et puis peut-être aussi à une ou deux répétitions. Fait que tu vois un peu ce que l'on fait. Okay. Comme ça, tu te feras ton avis. Tu verras si, au fond, on peut gommer ce petit détail que je qui est l'accent. Très important. Ah oui, il est très important, l'accent. Bon, on n'a pas fini notre balade, hein, on continue. Non, on continue. Sophie, c'est un endroit ici que je voulais te montrer particulier. C'est un bâtiment qui est une ancienne usine électrique qui date du début du XXe siècle. C'est quand Allo a été électrifié, c'est cette usine-là qui leur a amené les premières électricités. Et puis alors l'électricité, c'était la modernité hein, à l'époque. Hein. Ah bah oui, là, quand ça a été créé. Ils sont passés de l'éclairage au pétrole à l'éclairage électrique. Hein, donc, non, mais il faut se rendre compte de la révolution que ça représente. On était début 20e. Et c'est ici, donc, que dans ce bâtiment à Allo, que va se créer dans les prochaines années le musée Pagnol. Ah, donc tu me montres en avant-première le lieu où va s'écrire les nouvelles pages de l'histoire de Pagnol. C'est ça, voilà. Merci. Hein. Une usine accolée au village, accolée aux collines. Derrière, il y a Aubagne.
Voilà, l'endroit idéal. Le lien est fait. Ouais. T'as Didier? Perdon qui chante. Au pied du Garlaban, près du vallon de Passe-Temps, comme Joseph Pagnol et l'oncle Jules, des hommes chassent en famille à la recherche de perdrix. À moins que ce ne soit les fameuses bartavelles. On va descendre, on va prendre le bas, là, au fond du ballon. On va ressortir sur le travers, là. On remontera au bord de bar, là-bas. On va faire comme ça. Pour Charlie et ses fils, le tableau de chasse importe peu. Le soleil qui se lève du côté du Garlaban, pour nous, c'est fabuleux. L'intérêt, c'est d'être dans la colline, de respirer, de la nature. Voilà, on découvre toujours quelque chose dans la nature. Hein. Un jour, c'est les champignons. Après, c'est des plantes des romarins qui fleurissent. Notre vie dans les collines. Allez, fille, allez. Ouais, allez. Surveille de l'autre côté, Didier. Il y a un perdreau qui s'est levé. La chienne l'a senti, mais il s'est levé devant. Il s'est envolé sur le chemin. Charlie a chassé dans ces collines avec son père et son grand-père. C'est désormais lui l'ancien, entouré des plus jeunes, comme son fils Didier. Tous les week-ends, c'est la gloire de mon père. Je le regarde chasser, j'ai tout appris avec lui. Hein. Didier ne risque pas de brandir fièrement des bartavelles, son père va faire tomber un mythe. Il a un petit peu romancé le film. Dans la province, les bartavelles, il n'y en a pas. Il y en a qu'en altitude, c'est-à-dire dans les Alpes. Comme il y avait un mythe de la bartavelle, le jour où il a tué 2 grosses perdrix, il a dit, ça y est, il a tué des bartavelles. Il a romancé. Aujourd'hui, on part un peu la fleur au fusil, pas un coup ne sera tiré. Eh oui, ça c'est faire bon. Ça chante là-haut. Allez, oui, c'est vrai. En tant que président de la société de chasse d'Allo, Charlie partage une autre grande responsabilité, préserver des champs de blé, ce que Marcel voulait protéger à tout prix. Ah, comme il est beau le fenouil. Hein? Ah ouais. Ça c'est bon. Ça tu le goûtes là. Le poisson. C'est les terrains de Pagnol, hein. C'est les terrains qu'il a achetés. Quand il était jeune, il venait dans ses champs avec les lits. Donc il a voulu que ça perdure, quoi. Voilà. Les gens qui habitaient la Treille, ils avaient le droit de chasse avec les chasseurs d'Allo sur ce terrain. Et c'était les chasseurs d'Allo et les chasseurs de la Treille, bien sûr, qui entretenaient le terrain. Ben là, on apporte du blé pour les perdreaux. Si on veut qu'ils restent dans les environs, et puis qu'ils aient de quoi manger, quoi. Celui-là, il est plein. C'est un honneur de préserver tout ce biotope. Pour nous, c'est normal. Hein. Nombreux sont les passionnés à marcher comme moi dans les pas de Pagnol. En suivant les bons sentiers, la marche peut nous mener dans des lieux mythiques. Les plus courageux pourront monter jusqu'au bar de Saint-Esprit au hameau d'Aubignane, découvrir les ruines du décor du film Requin, des empreintes laissées par Pagnol et son œuvre. Dans le 11e arrondissement de Marseille, le château de la Busine, construit en 1867, aurait pu lui aussi finir en ruine. Il sera sauvé grâce à son lien avec Marcel Pagnol. Alors en 1941, Marcel Pagnol est devenu un cinéaste de renom. Il veut créer des studios de cinéma, il veut créer un véritable Hollywood provençal, la cité du cinéma. Malheureusement, c'est la guerre et donc le projet ne pourra se faire puisque le château va être réquisitionné, squatté, etc. Moi j'y venais pour promener mon chien, vous voyez, et j'ai vu au fil des années le bâtiment se dégrader à grande vitesse. Et il est évident que pour les gens du quartier, les gens de partout, c'était un serre-cœur. Effectivement, il s'est dit, mais pourquoi on laisse ce bâtiment tomber en ruine? Parce qu'il était pratiquement en ruine. La Busine, vous le reconnaissez? Ce n'est autre que le fameux château de ma mère qui effrayait tant Augustine, la maman de Marcel. Aujourd'hui, le château, c'est la maison des cinématographies de la Méditerranée, c'est la cité du cinéma. Et c'est bien parce que Marcel Pagnol voulait en faire un Hollywood provençal, une cité du cinéma, qu'on a pu justement avoir cette vocation culturelle au niveau du château.
Préserver le patrimoine légué par Pagnol, c'est protéger des lieux historiques, des espaces naturels, les emblèmes d'une œuvre, de la vie d'un auteur. Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. La maison s'appelait la Bastide Neuve, mais elle était neuve depuis bien longtemps. Et on a autour de nous les collines de Marseille. Je pourrais les appeler les collines de Pagnol. Ah oui, parce que de toute façon, l'univers de Pagnol, c'est entre 3 communes, hein, c'est Allo, Bagne et Marseille. Comment elles s'appellent alors toutes ces collines? Alors ici, là-bas au fond, le petit bout de montagne qui apparaît, c'est Garlaban. Bien sûr. Ouais, Marcel Pagnol est né là-bas, au pied du Garlaban. Là, tu as Tête Ronde, Tête Rouge, qui est liée à la couleur de cette terre, parce qu'ici, on avait des exploitations de bauxite. Et là-bas au fond, on a les fameuses grottes des Pestiférés. Ah, on est bien là, ici, Nicolas. Tu sais, moi, j'adore ces points de vue. Et ce que je trouve à chaque fois extraordinaire, c'est qu'on est toujours à Marseille. Regarde, la cité phocéenne, elle est devant nous. On est dans les collines de Marseille. C'est ça. Toi, tu habites au pied de la Bonne Mère. Ouais. Moi, j'habite au pied du Garlaban, à Aubagne. On est voisins. Ouais, c'est ça. On est voisins, exactement. Un peu. Quand on s'est dit tous les deux qu'on allait marcher sur les traces de Pagnol, là, c'est vraiment au sens propre du terme, parce qu'on est sur les sentiers Marcel Pagnol. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on appelle les sentiers Marcel Pagnol, c'est effectivement ces sentiers qui traversent les lieux et de son enfance et de son œuvre, puisque Pagnol, quand il a été un grand cinéaste, a racheté une partie de ces collines. D'ailleurs, là, on est sur une partie qui appartient encore à la famille Pagnol. Et il y a tourné ses films ici, et il en a construit des décors. Donc quand on vient un peu en pèlerinage, à la fois dans ses racines, dans ses souvenirs, et puis aussi dans ses films. Alors là, c'est merveilleux. Et juste en dessous, on va y aller maintenant d'ailleurs, on a la fameuse Bastide Neuve. Donc, la maison d'enfance. La maison d'enfance. Des vacances. Voilà, et puis avec une belle oliveraie. Parfait. Je te propose, tu vas voir, il y a une petite surprise, on va découvrir ça ensemble. On continue le pèlerinage. Voilà. Ça bosse là, hein? Ouais. Ils sont bruyants, mais ils sont efficaces. C'est ça. Salut à tous! Bonjour, bonjour! Ah ben voilà, Nicolas est là. Monsieur Nicolas Pagnol! Oui! Monsieur Pagnol! Posez les armes! Comment ça va? Ça va, Sophie? Ça va très bien, Ça et va, toi? Nico? Ça va mon poulet. Ouais, super, c'est intense là. Oui, je vois ça, je vois ça. Voilà. Moi, je pouvais pas marcher sur les traces de Marcel Pagnol sans te retrouver, mon cher Nicolas. Et surtout ici. Et surtout ici, parce qu'alors là, on est dans un endroit bien particulier. Là, on est vraiment sur le terrain de jeu de Marcel et son frère. Tout à fait, c'est le livret qui est attenante à la fameuse Bastide Neuve. Et dans la gloire de mon père, lorsqu'il arrive à la Bastide Neuve et qu'il nous écrit « Je sentis naître en moi un amour qui devait durer toute ma vie », bah juste après, il écrit qu'il vient ici avec le petit Paul, pisser dans les fourmilières, comme il dit, foutre le feu au cul des cigales, enfin il leur fait faire les pires choses possibles. Et c'est important en tout cas de remettre cet livret en état. La nature est très belle, mais il reste très peu de vestiges de l'œuvre de Marcel. Donc c'est pour ça que je veux refaire cet livret, pour que les enfants y aient accès, former des guides pour qu'ils leur expliquent la culture de l'olivier, mais aussi la civilisation méditerranéenne, qui est la civilisation de l'olive. On remonte jusqu'à Noé, la colombe avec la branche d'olivier, le déluge, tout ça. Bon, pour moi, c'est ça que Marcel nous explique dans ses livres, et c'est ça que j'ai envie d'apporter aux plus jeunes. Tu veux planter un olivier? Ah oui, je veux bien. Je vais te présenter Sébastianos. Très bien, allons planter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas. Ah, malheureux. Bon, allez, qui c'est qui creuse là? Alors, je vais d'abord lui montrer comment on creuse. Je sais creuser, Sébastianos, quand même. Voilà, allez, on attaque quand même. Le grec est dur à la tâche. Tiens, on revient un peu. Parce qu'il y en a qui travaillent pendant que nous on parle. Alors, l'olivier c'est moi de qui Sophie, le plante. c'est toi qui le plante. Sur la Tu le mets bien au milieu. Ok. Tu le tiens bien. Non, attends. Il faut marcher dessus. Voilà. C'est bon? C'est bon. Et mon olivier va produire des olives dans combien de temps? 3 ans.
Ok, À je reviendrai. condition que tu danses autour. Ok, très bien. Vas-y. Non, c'est important, hein, regarde. Non, mais... Parce Très bien. qu'il faut danser. Tiens, venez danser avec moi. Allez. Venez danser avec moi. En rond. D'accord. La danse de l'olivier, quoi. C'est la danse traditionnelle. Très bien. Bah, c'est émouvant de planter un olivier, hein. Voilà, dit-il, voilà la Bastide neuve. Voilà l'asile des vacances. Le jardin qui est à gauche est aussi à nous. Donc Sophie, tu voulais voir la Bastide neuve, eh bien la voici. Et aujourd'hui, comme à l'époque de Marcel, comme il l'a écrit, eh bien elle est neuve depuis bien longtemps. On imagine Marcel arriver avec sa petite famille là, par le chemin, et qui découvrait cette maison, la maison des vacances. C'est ça. Toi, ça te fait quoi à chaque fois quand tu reviens là? Je me sens chez moi ici, même si je n'y ai jamais vécu. Et ça m'a donné envie. Concomitamment, ma grand-mère m'a demandé instamment de prendre la tête des sociétés familiales. Et tout ça combiné a fait que j'ai commencé à nourrir une grande passion pour la vie et l'œuvre de mon grand-père. Et je me suis impliqué et je le fais avec beaucoup de plaisir. Est-ce que des fois, ça a été un héritage un peu lourd à porter pour toi? Oh oui. Ça a été assez lourd au collège. J'étais pas très bon en français. Hein. Et quand on faisait les dictées sur la gloire de mon père et que je m'en tirais avec 25 fautes, alors là, les profs, monsieur, comment ça, 25 fautes, la gloire de mon père, le Nicolas nom que vous portez, Pagnol, mon Dieu. Voilà, mon Dieu. Mon père a sans doute retenu certaines choses de son père. Moi, par exemple, ce que j'ai retenu, c'est sa phrase au Festival de Cannes, lorsqu'il parle aux membres du jury, qui leur dit le principal, c'est de s'en foutre. Il ne faut pas se poser trop de questions dans la vie, il faut faire ce qui se présente à nous, essayer de bien le faire. Ma foi, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Ben moi, je me pose une question. Sur ces terres arides de Provence, je me demande où est l'eau. 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 C'est ça dans l'œuvre de Pagnol. On s'est beaucoup posé la question de où est l'eau. Elle serpente au tréfonds des roches calcaires du massif de Garlaban. Mais où est-elle? Parce que chez nous, quand on parle d'une source, on parle d'un petit filet d'eau qui pleure en silence au fond d'une grotte sur une barbe de mousse, pas plus. Et Sophie, pour une histoire de source, on peut se foutre un coup de fusil. C'est vrai. Ouais. Eh oui, trouver des sources. L'eau des collines, ou l'histoire de Jean de Florette, Hugolin et Manon des Sources. Cette eau qui nous montre à quel point en Provence, elle est rare et vitale. Aujourd'hui encore, pour trouver des sources, les gens font appel à des spécialistes comme Bruno Capu, sourcier depuis 6 ans. Donc là, je suis à la recherche d'un mouvement qui va faire baisser la baguette ici. Ça veut dire qu'ici, j'ai ressenti un passage d'eau. On a une baguette qui est un instrument avec des poignées en cuivre juste pour pouvoir la maintenir. C'est un instrument, ça n'a pas de pouvoir. Tu peux ressentir je sais pas, des picotements, des contractions plus ou moins violentes. Il y en a certains qui font ça à la main. Les clients de Bruno sont des particuliers, des agriculteurs, des personnes cherchant à vivre en totale autarcie ou de riches propriétaires de grandes villas avec piscine. Aujourd'hui, ce que je recherche, c'est un passage d'eau qui produit minimum 1 mètre cube par heure. La prochaine étape, c'est de déterminer le point de forage. Donc pour ça, je me mets au milieu de la veine et je remonte le cours d'eau. Voilà, donc ici, point de forage. Pas de magie dans la pratique de la sorcellerie. Bruno possède un don qu'il a su travailler. Le jour de mon anniversaire, ma tante m'a tendu des baguettes, m'a dit tiens, va essayer. J'ai essayé autour du puits de famille et là, j'ai eu une réaction au bout de 10 minutes. Il y a un chemin personnel, quoi qu'il en soit, ça c'est clair. Après que tu rencontres quelqu'un qui va te donner des conseils, te guider, te faire tenir la baguette correctement, oui, mais après c'est un chemin qui est seul. Quand je dis voilà, il faut creuser à tel endroit, je suis seul. Les risques, c'est qu'il n'y ait pas d'eau. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important et sur lequel il faut être tout à fait honnête. Pour un forage de 100 mètres de profondeur, il faut compter entre 12 et 15 000 euros. Les estimations de Bruno sont donc capitales. À ce jour, ses recherches sont fiables à plus de 90%. Dans la profession, tous les sourciers ne sont pas aussi fiables. On passe à la phase estimation de débit et profondeur.
le métier de sourcier évolue. Analyse de cartographie, d'études géologiques et d'images aériennes grâce aux drones. Bruno utilise des outils modernes pour affiner ses recherches à la grande surprise de ses clients. Oui, il y en a certains qui sont surpris. Combien de fois? Mais vous avez tout ça comme instrument? Bah oui. Il y en a qui s'attendent à venir te voir avec la baguette que tu vas accueillir sur le terrain, quoi. Dans mon approche de métier de sourcier, c'est indispensable dans le sens où on va avoir des informations qui sont très précieuses, notamment sur les accidents géologiques, sur les failles. Conclusion, un forage entre 260 et 270 mètres, entre 4 et 5 mètres cubes par heure. La présence d'eau peut complètement changer le cours d'une vie. Il y a énormément d'humanité aussi dans ce métier-là. Et quand on te dit tu es un héros parce que tu as trouvé de l'eau, tu as sauvé une famille, tu as sauvé l'agriculture, je ne le vois pas comme ça, j'ai fait juste avec mon cœur. Et là, ben, je sais trouver des sources, donc c'est ce que je fais pour aider les gens. Dans le parc naturel régional des Alpilles, Julien Mongis et son ami Malik Ndong ont repris une oliveraie abandonnée depuis plus de 60 ans. Un site en friche et à sec auquel ils ont redonné vie en commençant par trouver de l'eau. Une source souterraine découverte après avoir consulté 3 sourciers différents. On n'est jamais trop sûr. C'est évident que cette question de l'eau est la première question qu'on doit se poser quand on se lance dans une aventure comme celle-ci. L'exploitation s'appelle le domaine du temps perdu, en l'honneur des méthodes oubliées que ces passionnés s'efforcent de remettre au goût du jour. Leur but, être autosuffisant en eau. Là, on a ce qu'on appelle l'Oya, qui est fait en argile, et elle diffuse directement au sol en fait. Mais il faut empêcher le soleil de taper directement et de faire l'évaporation. Donc le paillage va nous servir à garder la température et à protéger les rayons du soleil. Et là on a un arrosage qui se fait optimum et sans perte d'eau aussi. Grâce à ces techniques de poterie enterrée, ces cultures consommeront 5 fois moins d'eau qu'un potager classique. Avec Malik, quand on s'est rencontrés, on entretenait des jardins et Malik a une approche respectueuse de l'environnement que je méconnaissais par manque de curiosité sur le sujet. Et du coup, cette rencontre m'a donné envie de lancer une exploitation agricole qui n'aurait pas d'impact sur l'environnement. En 1 an et demi, ces passionnés n'ont pas perdu leur temps. Ils ont déjà planté 2000 oliviers, 1000 amandiers, 400 fruitiers et ce potager. Des produits bio livrés directement aux clients par Pauline, la compagne de Julien. Voilà. Allez, on commence la tournée. Merci les gars. À tout à l'heure. Dans la recherche d'autonomie, la création de cette grande retenue d'eau au cœur du domaine est un rouage essentiel. Donc le principe de cette retenue, c'est qu'on va récupérer toutes les eaux de ruissellement de la propriété, c'est-à-dire 20 hectares d'eau de ruissellement qui vont converger vers cette retenue qui est en point bas pour s'affranchir en fait de la nappe dans laquelle le forage pompe, car peut-être qu'un jour cette nappe elle sera faible et du coup on ne pourra plus compter sur elle. Le petit étang attire une faune essentielle à la lutte contre les parasites. Et ce système aquaponique offre une eau chargée en nitrate grâce aux excréments des poissons. Un parfait engrais naturel. C'est plus qu'un endroit pour arroser en fait. On va créer un milieu écosystémique. On essaye vraiment que ça serve un petit peu d'exemple dans la production, quoi. Certains agriculteurs voisins s'inspirent déjà du domaine du temps perdu. Ah, si seulement Jean de Florette avait pu bénéficier de cet exemple, l'histoire aurait été écrite autrement. Vous entendez là le son des galoubets et des tambourins? C'est les danseurs des Garlabans. Je vais vous les présenter. La mémoire de Pagnol est intemporelle et immortelle pour certains jeunes Provençaux. C'est un héritage qui est comme un repère pour grandir et s'identifier à une culture et un territoire, la Provence.
Marcel Pagnol avait un ami, Lili des Bellons. Je le pensais personnage de fiction. Il a existé et existe encore un peu aujourd'hui à travers les traits du jeune Baptiste Négrel que je retrouve ici à Aubagne. Stop, stop. On arrête, il y a Sophie qui est arrivée. Pardon, désolée, je vous couper en plein élan. Bonjour Sophie. Bonjour à tous, bonjour. Salut Jean-Marc, comment ça va? C'est tellement joyeux comme musique, et que c'est dense. Ouais. C'est comme le soleil, quand le soleil sort, on joue et on danse. C'est ça. Oh, vous n'avez pas besoin du soleil pour danser ici. C'est ça, effectivement. C'est un groupe folklorique qui existe depuis combien de temps là, Aubagne? 1931, et on fête nos 90 ans cette année. Tu les fais pas, Voilà, effectivement. Comment ça va, Baptiste? Ça va, très bien. Ça va bien? J'ai toujours envie de t'appeler le petit Lili quand je vois Baptiste, moi. Oui. Pourquoi tout le monde t'appelle Lili? Parce que j'ai tourné dans un film, c'est une reprise de Marcel Pagnol, L'Automne des secrets. Il a été réalisé par Christophe Baratier, et donc j'ai fait le rôle de Lili. C'est ça. Ça a toujours été le cas? On l'a toujours surnommé Lili, pour quelle raison? Un petit peu parce qu'on vit à la campagne et que ce film, c'est sa vie. Aller me balader en colline, c'était mon truc. Toi, c'est ta passion aussi depuis toujours de venir danser. Oui, j'ai été dans le bain très tôt avec mon père, c'est ça. Je suis rentrée très tôt et puis j'ai commencé à danser. Petit à petit, j'ai monté un niveau et puis là, je me régale, il y a tout le monde. On est bien. Et puis vous faites tout là ici, je vois qu'il y a des dames qui font la couture. Derrière, bonjour mesdames, pardon, je ne vous ai pas salué. Ça, c'est notre génération, c'est ma mère. Ah, maman qui est là. Donc c'est maman qui est là, donc c'est la génération avant moi. D'accord. Donc voilà, il fallait qu'elle y soit aussi. Donc, voilà. Il y a ta grand-mère qui te surveille alors, Baptiste. C'est ça. Et il faudrait que tu l'invites à danser tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Non. Bon, moi je ne veux pas vous déranger pendant la répète. Je vous laisse répéter là, peut-être t'as quoi à répéter encore? On va continuer, on a une quadrille à travailler qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Intégrer le groupe? C'est bon. Tu sais faire un chant des oiseaux? Non, malheureusement, non. Je sais pas siffler, pas très bien. Tu vois? Non, c'est pas. Si tu veux, je peux te faire le rossignol. Vas-y. Ah ouais, tu l'as bien le rossignol. Tu en connais d'autres? Je peux te faire la chouette. Et le coucou, est-ce que ça on n'aura pas ce que tu dis le coucou? Tu sais faire le coucou? Ah, le coucou, je peux te le faire. Ah, je reconnais bien le coucou. Il est beau ton coucou. De t'amener ici, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. C'est ici qu'on a tourné. J'ai fait le rôle de Lili des Bellons dans le film L'Automne des secrets. On a fait plein de scènes. Ici, on en a fait une avec Marcel. On avait tourné sur tout le long de la crête. C'était extraordinaire. C'était vraiment un moment exceptionnel. C'était la première fois, toi, que tu joues au cinéma? Ah, moi, j'avais jamais fait du cinéma. Je suis arrivée là. Le premier jour, c'était une fourmilière. Je savais pas où regarder. Lili des Bellons, toi, t'as toujours été ce petit Lili, quoi, ce garçon des collines. C'est un peu la colline, c'est un peu mon deuxième chez moi. Ouais. Moi, je sais quand je reviens d'une semaine d'école, que je suis fatiguée, que je viens, j'efface tout, quoi. Je m'en vais, je me balade, je passe plus à rien. Sophie, regarde. Ça, ce sont des baies de genévrier. Ah oui? Regarde. Tu peux l'ouvrir? Ça sent super bon. C'est un peu comme le poivre. T'as raison. Alors ça, on en fait de l'alcool. On les met à tremper et puis on en fait de l'alcool. T'es trop jeune pour boire ça, toi. Non, c'est pas pour moi.
J'ai lu les romans de Marcel Pagnol et c'était vraiment son copain d'enfance qui faisait un peu ce que moi je fais tout seul dans la nature. En fait, c'est vraiment toi, quoi, Lily de Vélon. Le jour où petit, on t'a appelé comme ça, bah écoute, t'étais prédestinée de l'incarner, hein, c'est ça, Ouais. c'est ça qui est drôle. Est-ce que tu te souviens de certaines répliques de Lily de Vélon, des phrases comme ça qui te font sourire? Parce qu'il est drôle, ce Lily de Vélon, il a des expressions toujours très drôles. Hein. Marcel, il me dit non, tu te trompes. J'ai juste suivi tes pièges et je t'ai trouvé là, comme ça. Tu me crois pas? Moi, je regarde, je lui fais si. Alors c'est que tu me crois pas. Pourquoi je te croirais pas? Quand on dit si 2 fois, c'est qu'on n'est pas sûr. Ça, c'est vrai que c'est peut-être des phrases que tu pourrais même dire à tes copains parfois. C'est ça un peu la magie des textes de Pagnol, c'est qu'il y a ces petits textes qui sont intemporels. Toi, si tu le croisais aujourd'hui, Marcel Pagnol, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Ah ben moi j'aimerais savoir vraiment comment il a fait pour pouvoir capter cette nature et que à aujourd'hui encore ça soit si réel, si vrai. Le sirop, j'en mets combien? Tu en mets un petit peu au fond, comme quand on sert un kir classique. Moi, l'apéro, je sais le servir, je sais le boire, mais c'est pas moi le patron. Tu fais ça très bien. Gâte Sophie. D'accord. Sophie, on arrive dans notre propriété. Donc c'est là où ma mère cultive le safran et c'est mon 2e terrain de jeu. T'as bien de la chance d'être ici. Salut Hélène. Bonjour. Ça va? Bien, merci. Regarde, Jean-Marc vient de ça. Jean-Marc, ça va? Michel, t'es là aussi. Ça va? Oui, je disais pardon, on a un peu profité. Moi, j'étais avec votre petit là. J'étais en souci. Nous, on était installés, on vous attendait. Ah bah ça va, j'étais en très bonne compagnie. On a bien baladé. Ouais, on a bien baladé et puis il m'a même appris les chants d'oiseaux, tu vois. Ah, chants d'oiseaux. Ouais. Hélène, l'or rouge que tu cultives ici, alors le voilà? Tout à fait, Sophie. Voilà, c'est exactement ça. Donc là, tu as les pistils de safran. Ouais. Les petits, alors quand on les cueille, il y en a 3. Un pistil, en fait, il y a 3 stigmates. Donc là, ils sont tous détachés. Et si tu humidifies légèrement tes doigts, tu vas avoir exactement la couleur de la robe des moines tibétains. En fait. D'accord. C'est... Ah ouais. Comment tu t'es lancée, toi, dans la culture du safran? Moi, j'ai vraiment une passion pour les plantes, en général, pour les vertus qu'elles peuvent avoir, pour ce qu'elles peuvent apporter. Et du coup, c'est une façon pour nous, pour moi, à la fois d'avoir une reconversion professionnelle et aussi de relancer une culture sur ces terres. Moi, j'aime beaucoup cuisiner avec ma mère. Je la regarde faire et puis tout ce qu'elle nous fait, c'est quand même... Ouais. C'est toujours très bon. Si vous deviez être un personnage de Pagnol, vous seriez lequel? Moi, j'aurais bien aimé être Manon des Sources. Ah oui, oui. Ouais, tu es belle comme une Manon des Sources. Dans le fauteuil qui est derrière, je me reverrai bien un jour en tant que papé. Ouais, c'est vrai. Merci pour votre accueil, vraiment. Merci à toi. Merci à toi. Plaisir Merci à toi. partagé. Il existe une facette méconnue de Pagnol le Provençal. L'auteur était passionné de nouveautés technologiques et passait son temps à inventer. Des machines à vapeur, un boulon indéboulonnable ou encore un véhicule étonnant à 3 roues, la Topazette. À Marseille, les inventeurs d'aujourd'hui succèdent aux rêves de Pagnol. Alain Morin a créé un dispositif novateur pour les ancres de bateau. Bonjour. Bonjour. Voilà la bête. On va installer sur une ancre classique 2 stabilisateurs qui vont l'obliger à planter rapidement et l'empêcher de se retourner. On installe ça sur une ancre existante. Donc on fait de l'économie circulaire, de l'économie tout court parce que c'est moins cher. Et le plaisancier peut l'installer lui-même. La question qui me vient à chaque fois, c'est pourquoi on n'y a pas pensé avant. 2 raisons principales ont poussé William à installer l'invention d'Alain. En calanque, la problématique, c'est que le bateau, dès qu'il y a un peu mauvais temps, il bouge de tous les côtés. Et avec ce système, c'est vrai que ça permet de caler le bateau. Et en même temps, c'est un aspect écologique parce qu'on voit que l'encre chaque fois passe dans les herbiers et ça fait des dégâts. Donc c'est positif dans tous les points, en fin de compte. Alain part tester son système dans les îles du Frioul, où certaines criques comptent parfois près de 200 plaisanciers au mouillage. Ici, si l'encre dérive, les bateaux peuvent se percuter.
L'encre risque aussi de dégrader les fonds marins et d'arracher des végétaux, comme la posidonie. Alors la posidonie, c'est une plante qui est rentrée dans l'eau il y a 120 millions d'années et qui fait jusqu'à 20 litres d'oxygène par jour et par mètre carré, ce qui fait environ 4 arbres de l'Amazonie. Donc c'est le poumon de la Méditerranée et c'est grâce à ça qu'il y a du poisson. Et donc elle a un problème, c'est qu'elle pousse 1 cm par an. L'enjeu, c'est de la protéger. Bon, ben là, je vais regarder si ça accroche bien sur ce type dent. Voilà, et s'il y a des améliorations à donner au système. Les tests sont réussis. L'encre s'accroche 2 à 3 fois plus vite. Dans les calanques, une centaine de bateaux en sont déjà équipés. D'autres inventions peuvent vous faire entrer dans l'histoire. C'est le cas de Frankie Zapata. Ancien champion de jet ski surnommé l'homme volant, il a créé le flyboard, une plateforme volante propulsée par un tuyau d'eau. Mais il ne voulait pas s'arrêter là. Je voulais plus de tuyaux, donc je voulais voler un petit peu partout sur la planète, être libre, et donc j'ai créé le flyboarder. J'ai fait le défilé du 14 juillet avec, j'ai traversé la Manche. C'était à la base un projet passionné, délirant. Comme c'est pas possible, on va essayer de le faire. Voilà. C'est des projets qui font rêver et tout ce qui fait rêver empêche de dormir. Cet autodidacte a quitté l'école très tôt. Il est pourtant capable de collaborer avec les meilleurs ingénieurs pour réaliser ses inventions folles. Parce qu'on part d'une idée, on y réfléchit, on décide si c'est bien ou pas et boum, direct, on fait un proto et on teste. Régulièrement, Frankie teste ses engins volants sous l'œil de sa plus proche collaboratrice, sa femme Christelle. Quand tu décolles, ça fait un petit peu un pincement au cœur, quoi. Et puis on se dit qu'on espère que tout va bien se passer. Et puis quand il atterrit, je suis contente. Il revient avec moi. Ça fait bien longtemps que tout le monde y vole maintenant, mais c'est vrai que c'est quand même passionnant de pouvoir voler avec ton propre corps. C'est un peu fou quoi, de faire ça, quoi. Donc là voilà, les pre-flight checks sont parfaits. Allez, super, c'est parti, on met le sac. Un décollage de Frankie et le futur frappe directement à notre porte. Donc là, tu as 129 km/h. Là, c'est fini que j'ai vraiment du mal à parler. Là, tu vois, je suis au moins 150 avec un cardiaque. Et si je parle, je fais tout. Frankie peut voler à plus de 200 km/h. Une performance d'athlète de haut niveau. C'est entraînement 2 fois par jour, c'est vélo le matin, crossfit l'après-midi, les week-ends, c'est non-stop, quoi. Vivre avec un inventeur au quotidien, c'est H24, quoi. Il a tout le temps son cerveau en ébullition, donc c'est compliqué pour le reste de la vie. Ah, c'est extraordinaire, là, c'est jamais lassant, quoi. Là, tu vois vraiment, tu vois, le monde différemment, le monde d'en haut. À la question « Qui aimeriez-vous rencontrer ?», Marcel Pagnol répondait « N'importe qui du 21e siècle ». Il aurait sûrement été ravi de voir les inventeurs modernes de sa chère Provence. Il portait une barbe en collier, une barbe de soie dorée. En devenant chevrier, Paul, le frère de Marcel Pagnol, a incarné la continuité des traditions méditerranéennes. Faudrait m'y prendre garde au des bateaux même pégards, que c'est sur la cabane pour hier Maganta. Le chevrier d'aujourd'hui que je veux vous présenter s'appelle Luc Falco. J'ai croisé son chemin il y a quelques années et depuis je ne peux pas passer sur le marché paysan du Cours Julien à Marseille sans aller le saluer. Lui porte une belle moustache argentée et il aurait pu être un personnage de Pagnol. Et Bastien, va falloir que tu révises. Hein. Faut que tu aies le répertoire de ton père pour tenir le stand. Mais non, franchement, ça va, je suis pas très mauvais, mais j'ai pas la même voix. Je me laisserai pas chanter, mon père, de toute façon, dans tous les cas. Tant qu'il est là, c'est lui qui va chanter. Hein. Bonjour, madame. Dites-moi. 4 brousses, allez. Est-ce qu'en venant vous retrouver, je rencontre les derniers chevriers? Je pense au petit Paul devenu grand, le frère de Marcel, le dernier des chevriers. Je suis né dans la ville de Bagne, sous le Garlaban hérissé de chèvres.
autant des derniers chevriers. Et voilà, donc c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN, ça. Nous les chevriers éleveurs de chèvres du Rhône. Alors la voilà, Bastien, la brousse du Rhône que tu vends à madame. Exactement, ça c'est une habituée, elle vient, elle loupe aucun marché. Bon, on voit le mari ou la dame à chaque fois, ça tourne un peu. A priori, c'est une drogue dure, la brousse. Ouais, apparemment, il y a une dame qui en prend toutes les semaines. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette brousse? Il y a plusieurs secrets. Premier secret, c'est la race de la chèvre. Le deuxième, c'est ce qu'elle mange dans nos collines. Et le troisième, c'est le tour de main de nos fromagères et fromagers. Tradition orale, et la recette n'était pas écrite. D'ailleurs, quand il a fallu élaborer un cahier des charges, on a bien rigolé. Oui, c'est ça. Parce qu'on disait aux gens, bon, tu prends le lait, d'accord, tu prends le lait entier, tu le fais chauffer. Tu le fais chauffer à combien? Ben, qu'il soit chaud, quoi. Je le vois, quoi. Bon, et après, qu'est-ce que tu fais? Et après, je le laisse refroidir. Tu le laisses refroidir jusqu'à combien? Ben, qu'il soit moins chaud. Et c'est un peu une pagnolade que tu me racontes. Non, mais c'est la vérité, je te garantis, je n'exagère pas. Il y avait les jeunes de l'INAO derrière qui s'arrachaient les cheveux. Et on va jamais y arriver. En tout cas, on s'en fiche, elle est bonne cette brousse du Rhône. Effectivement, la fameuse brousse du Rhône AOP. Et puis c'est des belles chèvres d'or qui font cette brousse du Rhône. Moi je te propose qu'on aille les voir cet après-midi. Bah ouais. Dans les collines de l'Étoile, que Paul n'a jamais voulu quitter, il menait son troupeau de chèvres. Le soir, il faisait des fromages dans des tamis de joncs tressés, puis sur le gravier des garrigues, il dormait, roulé dans son grand manteau. Il fut le dernier chevrier de Virgile. Tu n'es pas une chèvre, tu n'es pas une chèvre. Hé Sophie, alors a priori elles sont impatientes. Oui, je vois ça. Ouais. Elles attendent le patron pour sortir, hein. Ah, l'appel de la gamelle et l'appel des collines. C'est surtout ça. L'appel des collines, ça c'est quelque chose. Allez, soldat. Qu'elles sont belles. Allez, filles. Ton fils me disait que certaines avaient des petits noms. Oui, quelques-unes, oui. Notamment la cloche de tête. Ouais. Alors celle-là, elle a un nom, elle s'appelle Jeannette. Pourquoi elle s'appelle Jeannette? Ben écoute, elle est mouchetée, d'accord? Donc la mouche, en anglais, c'est fly. Voilà, fly. Le fly ici, c'est le pastis. Ah. Et le pastis d'Aubagne, c'est le Jeannot. Et voilà, donc elle s'appelle Jeannette. Donc elle s'appelle Jeannette. Elles connaissent le chemin par cœur, là, hein, tes chèvres. Ah ben oui, celui-là comme d'autres, puisque comme on travaille sur plus de 800 hectares, t'imagines? Elles ont un beau terrain de jeu. Elles ont un beau terrain de jeu, ouais. Et oh, il est pas beau mon bureau. J'ai l'impression qu'elles jouent un rôle de débroussailleuse. Elles entretiennent le paysage. Elles entretiennent le paysage. Un, c'est l'aménagement du territoire. Voilà, ce chemin, ben, si on n'y passait plus, ben, il se refermerait. Deux, c'est le renforcement de la biodiversité. Mangeant les espèces végétales dominantes, elles permettent au soleil de pénétrer. Et le troisième aspect, c'est l'aspect prévention des feux. Ah oui. D'accord, un feu, on sait très bien que ça part jamais d'un tronc d'arbre, ça part des broussailles, et après ça se propage aux arbres. Et là, les chèvres mangeant jusqu'à peu près 1,50 m de hauteur vont faire une prévention naturelle, écologique et économique contre les feux de forêt. Donc tu es un peu le gardien de ce patrimoine naturel avec tes chèvres. Oui, tout à fait. Alors vous êtes chevrier depuis 2 générations, ce qui est déjà pas mal. Oui, enfin, à peine. C'est moi la deuxième génération du coup. Toi, tu es la deuxième génération, mais pour moi, c'était déjà une reconversion professionnelle. Oui. Je rêvais d'être berger, et pour plein de raisons, je n'ai pas pu le faire au début de ma carrière. Donc j'étais représentant de commerce. Quand on a commencé à avoir des enfants, je ne voulais pas qu'ils grandissent à 1000. Et puis, un concours de circonstances, un jour, ma sœur qui me dit Luc, tu veux toujours des chèvres? Je dis oui, non, pourquoi? Elle me dit parce qu'il y a 10 robes à prendre, tu as le temps de réfléchir, il faut qu'elle soit partie dans 3 jours. Je dis bon, bah, écoute, ça va, je prends mon fourgon, j'arrive.
Et donc le chevrier, il m'a expliqué pendant à peu près une demi-heure ce qu'était l'élevage de roves. Sa femme m'a expliqué pendant un quart d'heure comment on fabriquait les fromages. Et je suis arrivé à la maison fort de 3 quarts d'heure de formation. Voilà les débuts. T'es devenu le chevrier en 45 minutes. Voilà. C'est ça? C'était assez particulier. Ouais. Yep, yep. Allez. Tout ça, tu aimes l'entendre de ton père, toutes ces histoires, parce que ça fait partie de la transmission? Moi, depuis tout petit, après, mon père, je l'ai accompagné sur les marchés, les foires, tout ça. Donc, en colline. En colline aussi, ouais, en colline. On allait faire les devoirs dans la colline. On allait faire les devoirs dans la colline, exactement, c'est vrai. Et après, j'ai arrêté de mon métier commercial. J'ai essayé là, depuis une saison. Et je me suis tellement régalé, je me suis dit, en vrai, c'est ça que je veux faire. Je me régale au cours Julien, on est en vente directe à la maison, à la ferme, donc on a nos petits clients habituels. C'est presque, on a vraiment une relation privilégiée avec notre clientèle. Bien sûr, il y a un travail quotidien et c'est sûr, vous ne comptez pas les heures quand vous êtes salarié, mais il y a vraiment une qualité de vie aussi qu'on a quand on est berger. C'est difficile, mais en même temps, c'est très agréable. On la goûte cette mousse? Allez. Alors Sophie, qu'est-ce que tu en penses, dis-moi? Parfait, mais j'attends surtout la réaction de ton papa. Il le sent avant, comme un grand vin. Oula. Ouais. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Bien. Ah, il est bien. Mais c'est pas toi qui l'as fait, ça là. Mais c'est qui l'a fait alors? C'est sa mère. Je peux rien te cacher. Je peux rien te cacher, c'est maman qui l'a fait, c'est vrai en plus. Bon bah attends, mais c'est normal, il a encore beaucoup de choses à apprendre, le petit. Non, mais il est fait pas mal, c'est pas ce que je veux dire. Mais j'ai reconnu la différence. Ouais, on ne peut rien lui cacher à ton père. Moi, je la trouve très bonne. Elle est excellente. Merci beaucoup, Sophie. Elle est excellente. On m'a envoyé la 14 et on m'a envoyé la 5. Dans les cuisines du Cigallon, au cœur du village de la Treille, Pascal Paris, un chef qui veut bien servir ses clients, s'active autour de recettes on ne peut plus provençales. Là, nous avons les fameux pieds paquets du Cigallon qui ont mijoté 24 heures d'affilée. C'était ce que nos grands-mères nous faisaient le week-end. Alors, les pieds paquets, c'est de la pince d'agneau, farcie à l'intérieur avec du petit salé, de l'ail et du persil. Et bonjour, le pied paquet. C'est pour moi, je vous remercie. Voilà, messieurs, dames, je vous souhaite un bon appétit. Vous connaissez un petit peu le Cigallon? Le Cigallon existe depuis 1835. Et en 1935, M. Marcel Pagnol a tourné le film dans ces lieux. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Les clients qui viennent s'arrêter au Cigallon, ils viennent par rapport au parcours Marcel Pagnol, donc qui part du Gare-Laban jusqu'à la Treille. Sur les murs, Pagnol s'expose en grand. Presque bicentenaire, ce restaurant attire Pascal depuis son plus jeune âge. Ma grand-mère m'amenait souvent ici et j'avais toujours dit si un jour j'ai de l'argent, j'achèterai le Cigallon. Et puis le rêve s'est réalisé. À Marseille, pour bien manger, les bonnes adresses ne manquent pas. Certaines affichent même les grands noms du cinéma de Pagnol. D'autres, plus surprenantes, auraient beaucoup plu à Marcel Pagnol, l'inventeur, j'en suis sûre. Donc là, je suis en train d'ajuster le point focal pour que toute la lumière qui rentre dans ce miroir soit concentrée au même endroit. Ben voilà, ça s'enflamme instantanément. On l'a pas mesuré exactement, mais on se retrouve aux alentours de 700 degrés. Et l'idée, c'est qu'ensuite, la lumière en fait, est renvoyée vers le haut à l'intérieur de la cuisine, sous une plaque en fonte. Donc au centre de la plaque, en fait, on a un feu fort. Et ensuite, on déplace les casseroles sur les côtés pour avoir les autres températures et laisser mijoter sur le coin du fourneau. Top. Pierre-André, ancien ingénieur aéronautique, s'est reconverti pour ouvrir le Présage, le premier restaurant solaire en France. En cuisine, le plus logique, c'est d'utiliser des produits locaux. Donc ensuite, vient la question de comment on les cuisine et avec quelle énergie. Pourquoi pas faire avec de l'énergie locale? Et ici à Marseille, l'énergie la plus locale, c'est du soleil. Notre projet, c'est proposer dès aujourd'hui un futur délicieux. La cuisine, la manière de produire, la manière de consommer, la manière de gérer ses déchets, tout ça, ça définit une culture, une société en fait. Et si on transforme les manières de se nourrir, alors on va pouvoir transformer la société dans son ensemble.
prévoir les jours où on n'aurait pas assez de soleil. Déjà, on est très vigilant sur la météo. Le jour d'avant, on va peut-être cuisiner plus pour avoir des préparations déjà prêtes. Et puis, si on a besoin, on va aller chercher une autre source d'énergie, que ce soit d'électricité aujourd'hui ou demain du biogaz, de la méthanisation. Et puis à Marseille, quand il pleut, de toute façon, la ville entière s'arrête. Quand la lune remplace le soleil, Pierre-André éteint ses fourneaux. Heureux présage, à Halo, des confiseurs prennent le relais. Dans ce chaudron d'époque, du miel et du sucre. La famille Testa produit des sucreries depuis 1948 et 5 générations. La recette, elle change chaque année à la récolte du miel. Cette année, le miel, il est un peu plus humide que les autres années, donc il mettra plus de temps à cuire. Là, on laisse bien refroidir. On va ramener les bords au milieu. Bing. Ah, il est bon, hein? Il est bon, ça. Alors ça, c'est pour l'esthétique, vous voyez. Et à l'eau, quand il y avait les blondes vénitiennes, on disait il a la couleur des cheveux du suce-miel. Georges est le seul à connaître les recettes précises de ses confiseries. Noté dans un grimoire et conservé chez un notaire, Sébastien sera l'héritier de ses secrets. À son tour, il cuisinera ses célèbres suce-miel. C'est pas de faire qui est important. L'important, c'est de transmettre. Ben, je suis content. Hein. Faudrait que ça serait dommage que ça porte des oubliettes. Ça nous tient aux tripes, ce suce-miel. Je ne sais pas pourquoi. Ça nous tient aux tripes. À l'étage, les clients défilent dans la boutique qui a très peu changé depuis sa création. Quand les gens arrivent, ils viennent surtout chercher le suce-miel. C'est des produits nostalgiques pour certains. Il y a un petit côté Madeleine de Proust un peu en se disant tiens, c'est les mêmes suce-miel qu'on mangeait quand on était enfant. Le Moulin Bleu fait aussi salon de thé. André, oui. Vous êtes où là sur la photo? La belle blonde? Là. Toutes les autres, c'était les petites mains du magasin. Ses anciennes employées s'y retrouvent chaque jour, accompagnées de Ginette, 92 ans, grand-mère d'Aurélie. Elle a tenu la boutique après ses parents dans les années 80. Ginette, c'est aussi une petite main du Moulin Bleu et toujours, puisque tous les après-midi, elle plie les pitchounets. Elle sait très bien les faire. D'ailleurs, nous, on ne sait pas le faire comme elle. Donc, si on le fait mal, on se fait engueuler. C'est un lieu de vie. À la fois pour la famille et pour les clients. Donc du coup, on est toujours tous ensemble. Oh là là, le nombre de gens qui me reconnaissent, mon Dieu, vous êtes... C'est vrai, c'était incroyable, incroyable. Nous étions au comble de la joie. Quoi de plus normal, dans les salons de lecture du Moulin Bleu, l'association des Amis de Pagnol se réunit régulièrement pour faire revivre son œuvre. De son côté, la compagnie de théâtre dans la Cour des Grands joue les textes de Pagnol en décor naturel lors de randonnées théâtrales. J'ai retrouvé Nicolas Dromard qui m'a invité à rejoindre ses amis en pleine répétition. Des pigeons ramiers. Mais cela, il est fait pas pareil. Cela, il est fait dans le four avec les petits pois. Ah, les petits pois. Oh, les petits pois. Ah, les petits pois. Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois. C'est un légume bien tendre. Ah, les petits pois, les petits pois. Mais non, c'est le clocher. Voilà. Et donc, nous arrivons. Attends, on va juste la relancer comme ça. Vous démarrez un peu plus fort, direct, le petit pois là. Les petits pois, les petits pois. Bravo, hein, alors bravo. Regardez, il s'arrête pas. Marcel, Paul. Marcel, Paul. Ça suffit. Les enfants, stop. Allez. Marcel, allez, assieds-toi. Eh ben voilà, Sophie, là, tu es en train d'arriver en pleine répétition de la compagnie dans la Cour des Grands. Voilà. Il s'amuse bien. Hein. Ah ben oui, et puis je te présentais l'équipe. Même que les tiens, ils sont tout petits. Bonjour à tous. Bonjour, pardon, on vous dérange. Bonjour. Bonjour Sophie. Enchantée. Voilà, Emmanuel donc, qui met en scène le château de ma mère. Très bien. Qui dirige aussi la compagnie. Et... je vais te laisser un peu avec eux parce que moi je suis un peu en retard, il faut que je me mette un peu. On t'attend, hein. Vas-y, change-toi. Là, vous répétez quelle scène? Alors c'est un extrait du château de ma mère, c'est la scène du pique-nique, c'est le moment où, en fait, où l'on retrouve Bouzigues, Joseph, Augustine et les enfants. Ils se posent et c'est le moment où en fait, il va lui donner la clé pour passer à travers les canaux. Mais oui, voilà. bien sûr. Voilà. Je vais te présenter les personnages.
Donc tu as ici les deux enfants, Marcel et Paul. Marcel, comment ça va? Je marche sur tes traces, Marcel. Ravi de te rencontrer. Nous avons Bouzig, le gardien du canal. Il est beau ce Bouzig. Il est beau, et puis il est bien en chair. Et puis nous avons Augustine, la maman de Marcel. Ouais. Voilà. Alors ça doit être vraiment un très joli rôle à interpréter. Hein. Ah oui, c'est un vrai plaisir. Ouais. Parce qu'elle garde sa féminité. Il y a un très beau rapport aussi avec son mari, Joseph, je trouve. C'est drôle parce que la place des femmes chez Pagnol n'est pas toujours évidente. C'est vrai. Et là, c'est le rôle de sa mère. En fait, si on caricature un tout petit peu, on a un peu chez Pagnol soit la jeune, très jolie, ou alors après il va y avoir par exemple Honorine, qui est la mère de Fanny, un peu poissonnière, tu vois, voilà, des femmes à caractère voilà, qui vont être plus fortes, plus âgées. Bon, voilà. Mais ces personnages-là, ils sont un peu avant-gardistes. Il y a des femmes qui font des choses en fait, qui osent quand même des choses, elles sont finalement pas si étouffées que ça. Alors le principe de la compagnie, c'est vraiment de faire des spectacles en milieu naturel. C'est ça. Du théâtre itinérant. C'est ça. En fait, le principe, c'est en même temps que tu vas cheminer dans les collines, tu vas cheminer dans l'œuvre, en immersion. C'est pour respecter l'esprit Pagnol. Et puis, on s'était dit que c'était une façon de faire un théâtre qui était populaire, accessible à tout le monde, pour que tout le monde ait envie de découvrir l'œuvre vraiment dans les endroits qui l'ont inspiré. Ah, c'est parti, hein. Bonjour, mesdames, messieurs les figurants pour le tournage du film de Marcel Pagnol. Si vous voulez bien nous suivre, merci à vous. Allez, merde, comme on dit, hein. Oh, on est au cul du loup ici. Oh. Non mais qu'est-ce qu'on fait avec les figurants alors? Ah, c'est les figurants, ça. Arrête, respire. Hé Marie, calme-toi. Regarde les figurants, ils te sourient, regarde. Regarde. Non, ils sourient pas trop. Hein. Mais si, il sourit. Oui. Il faut au moins un maire, par exemple. Ah, lui, il a une bonne tête de maire. Oh là là. Allez hop. C'est pas trop dur de jouer comme ça avec les spectateurs aussi proches? On adore. Ah oui, au contraire, c'est ce qui vous donne l'énergie. Et bien sûr que c'est son nom, pas que ça va bien. Voilà. Mais ça va, ça me fait plaisir de te retrouver là. Oh, Fana! Il vient d'arriver, Oh, Fana! Non, là, il voit rien non plus. Florise, on ira se balader à Aubagne plus tard, toutes les deux. Mais là, je suis ravie de te retrouver dans le public. Et toi, qui est une intime de la famille Pagnol, d'entendre les textes de Pagnol comme ça en milieu naturel, qu'est-ce que t'en penses? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on les connaît par cœur. Ces textes Et qu'on se régale quand même. Telle est l'histoire du bossu des Garrigues, monsieur. Elle commence bien, mais elle finit mal. C'est peut-être parce qu'il ne s'agit pas d'un conte, mais d'un roman vécu. Pour le cul. Changement de costume là? Changement de costume, Monsieur Brun. Ah! Si on m'avait dit que je rencontrerais Monsieur Brun. Oh mais voyez, tout est possible dans la vie. César, est-ce que vous avez vu César? Tu me fends le cœur. J'ai le cœur fendu partout. Ah ben parce qu'à moi il me fend le cœur. Et toi il te fait rien. Bon, ouais. Je sais pas, il m'a rien dit à moi. Tu m'as pas pour un imbécile là? Oui, non. Cœur. Eh ben par exemple, allez vas-y. Voilà. Et allez voilà tes cartes, va. Hypocrite, tricheur. Il y a des sensations particulières quand vous jouez. Il y a des odeurs qui remontent du sol. De temps en temps, on entend un chien aboyer au loin. On entend le bruit des cigales. Parfois, il y a le soleil. C'est particulier quand même. Hein. C'est très particulier. Et puis tu sais, c'est que la nature est un élément important du théâtre. J'ai réuni le conseil municipal en sciences publiques pour cette question de l'eau. C'est pas une question, c'est une catastrophe. Parfaitement, oui, c'est une catastrophe, oui, c'est ce que je viens de dire. Quand on voit combien il faut de pastis pour faire venir jaune un verre d'eau, je dis que pour changer l'eau du rivière, il faut au moins 50 tonneaux. Voilà ce que je dis.
Vous avez passé un bon moment? Excellent, excellent, excellent. Tout était parfait, le temps, le soleil. Magique. Oui. Magique. On ne sait plus où on est. Mais là, ici, en plus, dans le décor. Bon, en tout cas, merci beaucoup Nicolas de m'avoir accompagné, de m'avoir amené jusqu'à tes amis. Et là, je suis entre de bonnes mains avec Floris. Oui, oui, Hein, oui. en direction Bagne. C'est ça, C'est voilà. ça, direction Bagne. Merci Nicolas. Merci pour tout. Tout le monde suit? Marcel raconte que lorsqu'il était petit, il allait à la maison de campagne, à la Bastide-Neuve. Et un jour, ils ont rencontré Bouzigues. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite lecture Mais j'ai une idée. Aujourd'hui, vous ne ferez pas 9 km. Vous allez venir avec moi. Il tira de sa poche une clé brillante. Suivez-moi, dit-il. Il entra. L'association Marseille Autrement organise des balades thématiques autour de la ville de Marseille. Aujourd'hui, ils font une plongée dans le château de ma mère. Nous aimerions revivre ce que raconte Pagnol, c'est-à-dire véritablement marcher le long du canal de Marseille et traverser des propriétés. En réalité, il y a peu d'endroits où il y a réellement le canal bien large qui traverse une propriété avec un château. Mais là, nous allons en voir un. Le canal continue, mais vous voyez que nous sommes bloqués là. Qu'y a-t-il là? Eh bien, il y a justement un château. Alors, du temps de Marcel Pagnol, c'était une clé, mais maintenant, c'est une télécommande. Je la cherche. J'ai la télécommande. Allez, on y va. Mais on va pouvoir rentrer. Chut. Venez doucement. Bon, bonjour et bienvenue au château de Forbin. Donc, c'est la bastide historique de la famille de Forbin au XVe siècle. Longtemps restée secrète et privée, cette demeure a enfin ouvert ses portes au public grâce à Caroline et ses partenaires. Le château de Forbin s'offre une nouvelle vie. Caroline, marchande d'art, en a fait un lieu d'exposition pour un courant artistique moderne dont elle est spécialiste. Les toiles qui sont au mur sont des toiles qui sont réalisées par les pionniers des graffitis new-yorkais des années 80. C'est vrai, quand on parle graffiti, on pense souvent friche industrielle ou lieu désaffecté. Et nous, ce n'est pas du tout notre vision. Donc l'idée, c'était vraiment de dire, on va les mettre dans une demeure aristocratique en Provence, à la lisière du parc des Calanques. Alors, il faut savoir que Ramelzy, vous l'avez là. Il est ici. Donc, avec ses costumes, il a créé un univers et il a créé une philosophie qui est l'iconoclaste panzérisme. C'est vraiment de l'art, quoi. Et en plus, quand on nous explique la création et la volonté des artistes de vouloir passer un message, c'est quand même beaucoup plus intéressant que de le voir sans explication du tout. Bon retour à tout le monde et à très bientôt. Merci. Des dizaines de châteaux parsèment les paysages de Provence, comme le château du Barou, vieux de près de 1000 ans et dans la famille de Jean-Baptiste Vaison depuis presque un siècle. Ici, on a une vieille gargouille. Elle est superbe avec ses yeux, sa gueule ouverte, mais sauf qu'elle a souffert. Et donc, j'essaye de reconstituer son appareillage pour pouvoir la repositionner. Voilà un petit travail de restauration. Parmi tant d'autres, le château a été ruiné en fait entre 1789, la Révolution, et puis 1929 où mon arrière-grand-père l'a racheté et l'a reconstruit. Le projet de mon arrière-grand-père s'est arrêté à son décès et puis le château a périclité depuis. C'est une idée qui me trottait dans la tête depuis de nombreuses années, d'essayer de redonner vie à ce château pour arrêter son lent déclin. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette aventure avec mon épouse. Son épouse, c'est Fanny, elle est œnologue. Elle gérait le domaine viticole familial avant de venir avec sa famille en Provence. Cette région est ma région de cœur en fait, depuis déjà toute petite. Je lisais déjà les livres de Marcel Pagnol et c'était mon auteur préféré, donc c'était un petit peu prédestiné je pense. Et puis avec aussi le fait que je m'appelle Fanny, on peut y voir un petit lien qui présageait l'avenir. Le jeune couple est loin de l'image des châtelains aristocratiques. Soucieux d'intégrer le château et leur famille dans la vie du village, ils ont proposé à Yolande et Bruno d'installer leur restaurant dans une des salles médiévales. Ça faisait très longtemps qu'on trouvait dommage que ce château ne vive pas. C'était triste, il n'y avait pas de vie. C'est dommage, pour un village pareil, c'est vrai en plus. On se fait toute une montagne, le village magnifique, les petites rues, on arrive en haut et puis là... Oui, et on y a pensé très souvent, même avec des clients, on dirait qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose là-haut.
Un château vivant, accueillant chaque jour des visiteurs et abritant dans son antre un tout nouveau projet. Nous avons un projet de distillerie de whisky à base de petites épeautres de Haute-Provence. L'alambic dans un château, c'est la métaphore en fait du cœur dans ce géant de pierre. On a choisi le petit épeautre de Haute-Provence, c'est une céréale locale. C'est pour ancrer ce projet, ce château dans son territoire. Ces jeunes propriétaires, comme ceux du château de Forbin, font tout pour mettre ces anciennes bâtisses au cœur de la vie locale. Un poumon pour la région plutôt qu'un patrimoine figé et endormi. On appartient plus au bâtiment que le bâtiment nous appartient. Il est là depuis plus de 800 ans, voilà, on ne fait que passer et puis effectivement on a une certaine responsabilité qui consiste à son entretien et à le transmettre dans le futur. C'est avec le Garlaban en ligne de mire que j'ai rencontré Florise la première fois. Son père, Lucien Grimaud, illustre Aubignanais, était un ami de Marcel Pagnol. Enfant, elle regardait l'homme charismatique parler latin avec son père. Aujourd'hui, femme de lettres, elle partage volontiers avec moi ses souvenirs et le grand respect qu'elle a toujours eu pour Pagnol. C'était tout naturel qu'on commence notre balade à Aubagne, ici, Florise, à la brasserie Le Régence. Alors le Régence, je dirais que c'est un lieu emblématique de Pagnol, puisque en 1937, Pagnol tourne à Aubagne, Reguin, sur une petite nouvelle de Jean Giono. Et il y a 2 ou 3 scènes dans mon souvenir qui se passent ici, au Régence, au même endroit, la même angle, la place, pareil. Parce que Reguin, c'est l'histoire de ce village qu'il faut repeupler, quoi. C'est une histoire extrêmement moderne. Aubagne, c'est la grande ville, mais tout ce qui se joue là, à Aubignane, se joue dans ce village qui se meurt et qui va revivre avec les valeurs de Pagnol, c'est-à-dire celle de la terre, celle du travail manuel, celle de l'amour et celle de la famille, puisqu'à la fin, il sème le blé et elle est enceinte. Si on est ici à Aubagne, c'est aussi parce que cette ville est intrinsèquement liée à l'histoire de Marcel, puisqu'il est né à Aubagne. Et sa maison natale est ici. Mais bien sûr, et nous allons aller là-bas. Oh j'espère bien, on finit notre thé, notre café, on y va, Florise. Toujours Pagnol quelque part quand on se balade. Imagine, Sophie, que Pagnol, il a tourné à Aubagne et qu'il n'hésitait pas à installer en plein cœur de la ville et des travelling et à faire appel à la population pour faire les figurants. Et les gens s'identifiaient complètement. Et on grimpe. Allez, courage, ça vaut le détour là-bas. Il est beau, n'est-ce pas? Ton Garlaban, le Garlaban de tous les Provençaux. Mais pas que le Garlaban, toute la chaîne de l'Étoile. La maison où est né Marcel. Alors là, nous rentrons au rez-de-chaussée de cette maison, où a été reconstitué un appartement 19e, 20e. Et il va faire ses premiers pas ici, on peut imaginer là, devant, sur le cours Barthélemy. Regarde, toutes ces photos, elles sont belles. Ça raconte Marcel à différentes époques de sa vie. Oui, et puis toute sa famille. Ça présente aussi toute sa famille. Et... Bonjour. Pardon, on vous dérange? Non, pas du tout. Bonjour. Bonjour. On est en train de faire un escalier à travers l'histoire de Marcel Pagnol, à travers ses récits, à travers son vécu. Donc on doit faire retrouver la lettre de Marcel Pagnol et son bâton de sourcil. Voilà. D'accord, très bien. C'est le but. Ah moi, j'ai essayé de trouver des sources aussi, figurez-vous. Ah ben voilà. Et j'en ai trouvé dans l'escalier, à la Bastide-Neuve. Je l'ai trouvé, la source. Vous l'avez trouvé, vous avez réussi. J'ai réussi à trouver. Ça va? Tout se passe bien? Nous avons retrouvé des photos à travers le musée qui nous ont permis de retrouver les itinéraires de Marcel Pagnol à travers France et surtout Provence. Et voilà une façon assez ludique de découvrir l'univers de Pagnol. Justement, le côté très ludique d'un escape game qui permet de découvrir un petit peu plus Marcel Pagnol que finalement
ma génération connaît beaucoup plus que les générations de maintenant, j'ai l'impression. Je vous souhaite bonne chance pour votre jeu. Hein. J'espère que vous allez résoudre toutes les énigmes. Bonne chance. Hein. Merci. Hein. Bienvenue dans la maison Grimaud. Merci, donc, chez toi. Chez moi, voilà. Écoute, installe-toi sur la terrasse. Okay. On va peut-être se prendre un petit verre. Allez. Non, tu crois pas? Oui, hein, un petit apéro. C'est parfait. Allez, tiens Sophie, je te fais déjà passer ça. Les poivrons et la tapenade. Wow. La régalade. Qu'est-ce qu'on est bien là? Ça a du sens aussi. Ah oui? Tu vois, parce que c'est sur cette terrasse que mes parents, mon père, recevaient Marcel Pagnol et Jacqueline Pagnol. Quel souvenir précis t'as de l'homme? C'était quelqu'un de très simple. C'était qu'à la fois, il avait un accent, peut-être qui est le mien aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois parisien, oui, c'est ça, et à la fois avec des mots de chez nous, et parfois des intonations complètement provençales, marseillaises. Donc voilà. Et ça, c'était un peu étonnant. Dis-moi, toi qui es une femme de lettres, quel regard tu portes sur les écrits de Pagnol? Pagnol, en une phrase, en 3 mots, il te dit une situation. Voilà, donc ça c'était quand même extraordinaire. Et sur les thèmes qu'il aborde, ce sont des thèmes éternels. Hein, ce sont ceux justement de la vie d'une famille, de la vie d'un homme, de la vie d'une femme, avec ce qu'ils ont d'important, c'est-à-dire bien sûr le travail, la relation aux autres. Ça veut dire quoi être d'ici, d'ailleurs, du village d'à côté, d'une rive ou l'autre de la Méditerranée? Il parle de l'étranger aussi. Bien sûr. Dans son ah ben c'est ça. Ouais. Jean de Florette, c'est exactement ça. C'est l'étranger. Il arrive de la ville, il est bossu, sa femme chante, hein, c'est une cantatrice. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il vient nous faire des œillets, celui-là, dans notre village? Or, c'était le fils du village. En fait, il nous fait une chronique de la société à chaque fois. Cette chronique, elle est universelle et éternelle. Sergio, comment va? Ça va et toi? Impeccable. Alors la pêche? Ouais, ça a été moyen aujourd'hui. Moyen? Ouais. Ça bouge un peu? Ça bouge un peu, on n'a pas pu aller au moulet et voilà. Mais bon, ça va, on a fait quand même la petite journée. Le Vallon des Aufs est un petit port secondaire du 7e arrondissement de Marseille. Il doit son nom à la plante utilisée auparavant par les pêcheurs pour confectionner leurs filets de pêche. J'ai connu ici, il devait y avoir plus d'une vingtaine de pêcheurs. L'activité économique a changé, mais l'ambiance de petit village perdure. Heureusement qu'on a Serge ici, parce que Serge, c'est le pilier du Vallon. Il nettoie et il fait tout, Serge. Il devrait être élu maire du Vallon. L'association des Amis du Vallon des Aufs, dont fait partie Serge, gère ce lieu historique et notamment cette piscine très populaire. Moi, j'ai toujours connu ce lieu depuis tout jeune, puisque j'ai appris à nager ici, avec les écoles, on venait. Avant de devenir une piscine, c'était un petit port où les petites barquettes venaient se mettre à l'abri quand il y avait du mauvais temps, etc. Comme il y a eu de moins en moins de pêcheurs, les services municipaux ont transformé ça en piscine. Ces dernières années, les bénévoles de l'association ont pacifié ce lieu longtemps surfréquenté et théâtre d'incivilité. Quotidiennement, Serge se charge aussi de nettoyer la piscine et ses abords. Ça, c'est impératif. C'est la mission première de notre association. Et ensuite, ce qu'on fait surtout, c'est les grands nettoyages qu'on fait une fois par mois pendant toute la saison, avec des plongeurs, avec 80 adhérents bénévoles qui viennent nous soutenir. On arrive à ramasser l'équivalent d'une benne, ça peut varier entre 500 kg et 1 tonne. Sur place, l'association propose des animations sportives et culturelles. Tu es chez toi. Allez, ça va, fais ce que tu veux. L'occasion d'offrir de la visibilité à des artistes locaux comme Michel et Bonnie. Je n'aurais jamais pensé qu'avant, cet endroit puisse proposer des expos vraiment intéressantes. Celui qui est devant toi, décale un tout petit peu. Il n'y a pas meilleur endroit pour exposer ses premières photos. C'est incroyable.
Le lieu le plus en vue de la cité phocéenne est bien sûr le Vieux-Port. On a une belle vue, c'est magnifique, non? Le Port Saint-Jean, le Palais du Pharaon, Port Saint-Nicolas. On a un beau port quand même. Un beau port parmi tant d'autres. À Marseille, on en compte une quinzaine, comme le Vallon des Aufs. Clémence s'apprête à longer la célèbre corniche jusqu'à la limite sud de la ville pour emmener ses passagers dans l'un de ces petits ports secondaires. Prendre la voiture nous aurait coûté à peu près 2 heures d'embouteillage et là en 45 minutes on profite et de la mer et de rejoindre un petit port atypique de la région qui est resté dans son jus et puis en plus on sait qu'on va bien manger donc ce qui est pas négligeable. Ce port atypique, le voici. Les Goudes, un village du 8e arrondissement aux portes du parc national des Calanques. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, Didier. Enchanté. Bonjour. Bon, la traversée était bonne? Rendez-vous entre 15h45 et 16h, du coup, ici. Bon appétit à vous. En tout cas, merci pour la balade. Mais je vous en prie, à tout à l'heure. Merci pour la balade. La navette de Clémence travaille en partenariat avec les restaurateurs du port, comme Didier, un des piliers du village. On va la manger à la Brette Saint-Clair sur la queue et après la Dying Wild tout sur la tête. Hein? Allez, parfait. Avec plaisir. Père, je vais te faire voir mon père quand il était jeune. C'est ce monsieur. Mon père était né en 1927. Il était né au Goudes, ainsi que mon grand-père et mon arrière-grand-père. Mon père était pêcheur, cantonnier du village. Ma mère faisait des ménages dans les usines. On est né dans la modestie, mais très heureux. Et en fait, c'est à des gens comme mon père qu'on doit tout ce qui s'est passé au Goudes. Nous, ils ont essuyé les plâtres. C'est eux qui ont tout le mérite d'avoir fait ce village. On est aux portes de la deuxième ville de France. Quand tu arrives au Goudes, tu as l'impression que tu as remonté le temps. Et c'est ça qu'il faut conserver. C'est ça qu'il ne faut surtout pas changer au Goudes. Il faut rester avec la simplicité qu'impose ce village. Donc je m'adresse à tous ceux qui veulent changer les Goudes. C'est cause perdue. Vous n'y arriverez jamais à changer les Goudes. Dans la série des petits ports à part, voici l'Anse du Pharaon, lieu historique de la construction navale marseillaise. On a l'histoire de Marseille, on a le palais du Pharaon, on a la cathédrale La Major, on a les docks, on a l'entrée du Vieux-Port, le Mucem beaucoup plus récent. C'est très énergisant et c'est très valorisant quand on attaque après derrière une journée de boulot de 10 heures. Dans la famille Borg, on fabrique des bateaux en bois depuis 3 générations. Denis rénove surtout les pointus, ces fameuses barques marseillaises. Alors j'ai toujours traîné dans les pattes de papa, depuis tout petit. Ma famille, mes enfants, mon réseau social, mon tissu économique, tout ce qui fait que je suis est ici. Je vis avec ces odeurs d'acajou, de teck, d'iroko, de sapin. C'est quelque chose qui est imprégné dans mes vêtements et que je ramène à la maison. D'ici quelques années, l'Anse du Pharaon fera peau neuve. Le site est en cours de réhabilitation pour y faire un cluster d'entreprises artisanales dédié à la mer, essentiellement. Moi, je vois ça avec un très bon œil de voir ce dynamisme qui est en train de naître autour du milieu du nautisme et de la petite plaisance. En attendant ce pôle d'excellence, Denis continue de redonner vie à ces bateaux traditionnels qui égayent les petits ports marseillais. À Marseille, je suis toujours enfant. À Paris, je suis vieux. Sur le chantier naval de Denis Borg, nous retrouvons une Fanny d'aujourd'hui. C'est ici que son pointu a été bichonné. Il me paraissait important de conclure ce voyage sur le vieux port de Marseille avec elle et en compagnie de Nicolas Pagnol. Ça va? Coucou. Nicolas, je suis très contente de terminer cette balade avec toi. Quand on est à Marseille, on pense à Marius, Fanny et César. Et je voulais te présenter ma Fanny. Fanny, enchanté. Monsieur Pagnol. Fanny. Eh ben, c'est un honneur. On te suit, Fanny, capitaine Coco. Embarquons sur Coco. Embarquez. Allez, c'est parti. Alors Coco,
justement, c'est ton bateau. Et c'est un bateau qui est tellement typique de Marseille. Dans l'histoire des bateaux marseillais, ce sont les bateaux qui ont été amenés par des charpentiers de l'immigration italienne et qui ont amené un style napolitain, c'est-à-dire ce bout pointu à l'arrière et ce bout pointu à l'avant. D'où son nom. D'où le nom de pointu. On peut aussi dire barquette marseillaise. Alors tu vois, Fanny, elle a quitté le Nord pour venir à Marseille. Mais à Marseille, tu as trouvé une ville d'adoption, toi, et c'est né ta passion donc, pour ces bateaux. Eh bien, en tant que non-marseillaise, si je puis dire, quand j'arrive il y a 10 ans, j'ai un regard complètement ébahi de tout ce qui existe. Tu venais d'où? Je venais d'Île-de-France. C'est mon amour pour Marseille qui m'a fait dire que ce bateau était un beau bateau et j'ai ressenti quelque chose que maintenant beaucoup de passagers ressentent à bord, c'est-à-dire beaucoup de confort humain, beaucoup d'émotions. Ça n'a rien à voir avec ce que je peux connaître en Île-de-France, le bitume, la grisaille, le travail aussi, on doit dire. La grisaille aujourd'hui, quand même, on n'est pas gâtés. Mais le temps change vite. C'est vrai. Oui, mais tu vois, quand on a la chaleur de Nicolas et de Sophie, ça passe. Ah, formidable. Tu deviens presque une Marseillaise. Ouais. Tu galèges. Avec ton bateau, tu fais des balades à la découverte du Vieux-Port. Hein, exactement. J'ai un format, par exemple, avec des minots, comme on dit ici. Et en fait, ça suffit de rester dans le port. On est comme ça 1 heure à visiter le port et à parler de tout ce qu'on voit. Et effectivement, on fait des sorties comme ça éducatives et puis après, des sorties pour le plaisir. Pour moi, le Pointu, c'est vraiment le symbole de Marseille. Et le symbole de la trilogie, c'est Marius, c'est le Vieux-Port, c'est le bar de la Marine, c'est cette grande culture méditerranéenne à laquelle se rattache Marseille. Alors le bar de la Marine, il est de ce côté-là du port, l'actuel, mais en fait c'est pas le bar de la Marine des écrits de Pagnol. Il était de l'autre côté, le bar de la Marine. Nous pourrions écrire une thèse sur le bar de la où Marine. était le bar de la Marine. En ayant vu la fiction, je suis persuadée qu'il est là et je dirais pas autrement parce qu'il y a les bateaux qui accostent, c'est logique. Il y a les grands bateaux qui accostent et qui vont pour le grand continent étaient historiquement ici et on voit bien dans les plans que toutes les barquettes marseillaises sont de l'autre côté. Et moi, cette image du port qui est réelle, qui date d'il y a 70 ans... Et moi, j'ai des photos de tournage qui prouvent l'inverse. Mais c'est ça, c'est la magie du cinéma. C'est qu'on en parle encore aujourd'hui. C'est devenu une légende. Pour toi, l'héritage de Pagnol, il est où, toi, sur le Vieux-Port? Alors, quand j'ai vu l'œuvre avec ce regard de mon âge et de mon implantation ici, j'ai cru me reconnaître dans tous mes petits passages, par exemple, et bien cette partie de carte que Escartefigue, en fait, moi j'ai 4-5 collègues et il y en a forcément un qui va être pris pour la tête de Turc, il y en a forcément un qui va engueuler un autre et en fait ils vont parler de sujets plus ou moins importants, tout ça tous les jours et en voyant les bateaux passer et en n'embarquant pas sur leurs propres petites embarcations qui en fait finalement sont bien plus heureuses sur un quai. Et là j'étais époustouflée par la justesse de Marcel en fait. En tout cas, Nicolas, merci de m'avoir retrouvé ici à Marseille. Et je pense que Fanny, ça doit être assez émouvant pour toi de rencontrer le petit-fils de Marcel. C'est extraordinaire, c'est une Fanny parisienne qui s'inspire de Marius et Fanny qui a un pointu. Bon alors. Bon, je crois que tu voulais voir un peu plus que le port. Tu vas bien prendre la barre, Nicolas, un peu. Allez. Je te la laisse. À toute vapeur. Je te remets pas de charbon? Non, ça devrait aller. C'est vraiment
un bonheur sans cesse renouvelé, les amis, de pouvoir partager avec vous mes échappées belles. Alors celle-ci avait vraiment une saveur particulière. En marchant sur les traces de Marcel Pagnol, j'ai pu constater que l'aura de Marcel était toujours très présente ici en Provence. Son œuvre nous raconte la mémoire collective d'une époque et une Provence éternelle. Et j'ai surtout été très heureuse de pouvoir vous présenter de belles âmes qui sont aujourd'hui les vrais héritiers de Marcel Pagnol. Vous le savez, vous pouvez revoir ces échappées belles et nous donner de vos nouvelles sur les réseaux sociaux. Je suis un petit peu triste de vous quitter, ça me fend le cœur, mais je sais que nous allons nous retrouver très prochainement. Alors je vous embrasse très fort et comme d'habitude, faites de beaux voyages.